Il a causé 100 millions de morts au XXe siècle, rendu dépendant un tiers de la population française, et tout ça dans la plus grande légalité. Je vous présente le tabac. Rapporté par Christophe Colomb lors de la première excursion en Amérique en 1492, il était fumé par les Incas pour communiquer avec les esprits. À son arrivée, il fut un grand succès pour le bonheur des uns et le malheur des autres. 500 ans après son instauration en Occident, ce tueur en série compte déjà plus d'1 milliard de fidèles. Ce chiffre astronomique est dû à la démocratisation du tabac durant ces dernières années dans des pays comme la Russie, l'Inde, le Bangladesh et la Chine. En Europe, 28% de la population est fumeuse. Le pays le plus dépendant reste l'Italie avec 87 milliards de cigarettes fumées par an selon la Commission européenne. Pour ce qu'il en est de l'Hexagone, le nombre de fumeurs est passé de 27% à 29% en 5 ans. En 2014, plus nombreux sont les hommes, avec 35,5% de fumeurs contre 28% pour les femmes. Cependant, le fait que la cigarette soit associée à une accession à la liberté, à la maturité et à la responsabilité, le nombre de fumeuses s'est vu augmenter jusqu'à atteindre les 30%. Les adultes ne sont pas les seuls concernés par cette addiction, les jeunes sont aussi de fervents consommateurs. En moyenne, la première cigarette est fumée entre 11 et 12 ans, et 40% des jeunes de 15 à 25 ans sont fumeurs. Le tabac prend une grande place dans la société, et cela perdurera si rien n'est fait pour freiner cette drogue. Pour ce qu'il en est de sa production, les producteurs de tabac ne se trouvent plus en Dordogne ou en Loire-Atlantique. Les plus grandes entreprises se sont délocalisées en Chine, au Brésil, en Inde, aux États-Unis et en Russie. L'industrie est dominée par 4 grands groupes que chacun connaît. Le groupe américain Philip Morris, à qui appartiennent les marques Marlboro et Philip Morris, les groupes anglais British American Tobacco, à qui appartiennent Lucky Strike et Vogue, ainsi qu'Imperial Tobacco qui détiennent les marques françaises Gauloise et Gitane. Enfin, le groupe japonais Japan Tobacco, propriétaire de Camel et Winston. La production de ces 4 groupes s'élève à 7,5 millions de tonnes de tabac par an, qui leur rapportent environ 290 milliards d'euros. En 2012, 8,6% des 17,8 milliards d'euros du chiffre d'affaires du marché français sont revenus aux buralistes, 13% aux fabricants et aux distributeurs, et près de 78,5% à l'État qui a ainsi perçu 14 milliards d'euros de taxes. Ces recettes fiscales sont essentielles pour le budget de l'État et elles sont dans leur totalité apportées au financement de la branche maladie de la sécurité sociale. Toutes les politiques liées au tabac, de santé publique comme des prix, visent à protéger les recettes fiscales du tabac, soutient le journaliste économique Mathieu Pechberti dans son enquête L'État accro au tabac. Si cette industrie réussit à produire autant et à vendre autant, c'est qu'il y a des consommateurs qui un jour ont été tentés par la cigarette. Mais alors, d'où vient cette tentation ? Tout simplement par la place du tabac dans la mémoire collective. Tout commença pendant les 30 Glorieuses, quand la nocivité du tabac n'était pas encore reconnue et que le développement de son marché était même encouragé par l'État. Il y avait surtout une omniprésence de la cigarette. Elle était de partout, au cinéma, dans l'avion, sur le lieu de travail et dans les publicités. Cette banalisation du tabac a donc entraîné l'addiction d'une grande partie de la population, tout style de vie et toute classe sociale confondue. Par la suite, même après la publication des recherches prouvant la dangerosité du tabac, la consommation ne s'est pas pour autant arrêtée, partiellement à cause des lobbies qui faussaient les recherches. Chaque personne veut s'associer à un groupe, le hipster intellectuel fumera la pipe, l'adolescent rebelle la cigarette comme les rappeurs, et le motard fumera comme Johnny Hallyday à la manière d'un cow-boy. Cependant, la consommation régulière de tabac, soit tabagisme actif, entraîne divers problèmes de santé. Des problèmes cardiovasculaires comme l'hypertension, des maladies liées au diabète, des troubles respiratoires, mais surtout le cancer. Pour lutter contre ces problèmes de santé, l'État essaie tant bien que mal de réduire la consommation de tabac. Pour cela, il va tout d'abord augmenter les taxes sur le paquet. Chaque fois, l'augmentation sera d'environ 30 centimes, assez pour accroître les recettes fiscales, dissuader légèrement le consommateur sans qu'il n'aille pour autant se ravitailler au marché noir. Ensuite, il y a eu la mesure du paquet neutre avec des photos morbides qui ont pour but de repousser le fumeur. Et enfin, il a mis en place beaucoup d'autres mesures comme celle de l'interdiction de fumer dans des lieux publics ou de l'interdiction de faire de la publicité pour des marques de tabac. Chaque année, le coût social du tabac correspond à l'ensemble des coûts supportés par la collectivité, dépenses de santé, campagnes de prévention. Mais alors, pourquoi ne pas tout simplement interdire la vente et la production de tabac en France ? Pour de multiples raisons. Tout d'abord, l'État ne pourrait pas se permettre de perdre ses 10 milliards d'euros de recettes liées à la taxation du tabac. Ensuite, les consommateurs addicts vivant dans une société où le tabac est ancré dans la mémoire collective pourraient s'en procurer simplement au marché noir, et même en ramener de pays voisins où sa vente sera encore légale.
Enfin, la disparition de ce marché entraînerait la perte d'un bon nombre d'emplois comme celui des buralistes ou des employés français des multinationales du tabac. Et pour finir, nous avons vu à travers l'histoire, avec l'exemple du cannabis et de la prohibition aux États-Unis, que l'interdiction d'une pratique n'est pas toujours la meilleure solution.